ce village, à mon avis, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut le valoriser en le faisant connaître, parce que c'est une sorte de prototype qui devrait inspirer d'autres lieux. Et si on multipliait les lieux comme ça, qui ont un rapport à la fois avec l'humain et avec la nature, avec les nécessités de la survie collective, et en particulier la question alimentaire. La question alimentaire ne peut pas être séparée de la question semencière, et les semences ne peuvent pas être séparées de la terre, et ainsi de suite. Donc nous sommes aujourd'hui, globalement, si vous voulez, l'humanité est dans une dérive, et jamais la formule de Fournier, nous ne savons pas où nous allons, mais nous y allons, n'a été aussi forte. En fait, nous ne savons pas où nous allons. Voilà, c'est-à-dire que nous allons, mais où, quels objectifs, qu'est-ce que l'humanité veut créer, comment va-t-elle organiser son histoire. Tout cela se multiplie les points d'interrogation, et d'autant plus que quand nous voyons en géopolitique ou en politique la mondialisation et que tous ces éléments-là sont réunis, on peut dire que l'humanité est aujourd'hui en danger d'elle-même. Non seulement elle est en danger pour l'humain, l'humain détruit l'humain, mais l'humain est dangereux pour la nature, à laquelle il doit la vie, etc. Donc nous sommes dans une grande confusion qui nécessite plus que jamais, non pas, moi j'aime pas trop prise de conscience parce que ça me rappelle un peu l'électricité, mais comme s'il y avait une prise de conscience, il y avait qu'à se brancher, ça y est, tout d'un coup on est illuminé. Non, c'est pas ça, c'est une élévation de conscience qui doit nous amener petit à petit à nous poser la question de notre réalité dans cette réalité du monde et de la planète. Certains se sont amusés à donner un temps temporel, si vous voulez, en disant la planète se serait constituée, si on prend une référence temporelle de 24 heures, nous ne serions là que depuis 1 minute et demie à 2 minutes, c'est tout. Et auparavant, la planète n'a pas eu besoin de nous. Donc, il peut se faire que l'humanité s'éradique elle-même, parce que toutes les autres espèces ont été éradiquées par des changements climatiques, par des choses, tous ces animaux innocents qui ont disparu parce que les conditions de leur survie ont changé. Pardon ? Par les chasseurs. Ah oui, non. Les chasseurs chassés. Bon. Et donc, si vous voulez, on arrive aujourd'hui à une grande question. Finalement, l'humanité, c'est quoi? Honnêtement, il faut nous poser cette question. Parce que tout ce qui est advenu, la plupart du temps, il est du fait de notre initiative et de notre libre arbitre. Donc, ce qui fait que la grande question première, est-ce que l'humanité, aujourd'hui, est consciente de son inconscience, ou bien n'est-elle pas consciente de son inconscience et elle continue à croire que c'est par la voie prométhéenne, c'est-à-dire l'humain qui se gausse, qui croit qu'il est puissant, etc., et qui veut tout dominer, etc. Est-ce que c'est cette conscience-là qui doit être maintenue et c'est une catastrophe, ou est-ce qu'il prend conscience de son inconscience et par conséquent voit qu'il est en dissonance avec les lois générales de la vie? Voilà. Et parmi ces lois générales de la vie, évidemment, il y a eu au départ un être humain, chasseur, cueilleur, pêcheur, bon, qui tirait parti de ce que la nature lui donnait spontanément. Et puis nous sommes arrivés, il y a à peu près 12 000 ans, 10 à 12 000 ans, à l'homme cultivateur. L'homme cultivateur, c'est-à-dire l'homme qui prend justement les graines, qui les enfouit dans la terre, qui les fait pousser, et puis qui érige son grenier. Et le grenier, c'est le stockage, et le stockage a été à l'origine de la sécurité alimentaire. À partir du moment où j'ai mon stock de nourriture, c'est extraordinaire dans la voie de l'évolution. C'est-à-dire qu'il n'y a plus cette obsession, est-ce que je vais pouvoir trouver le gibier, les plantes, etc., de survie. Et c'est ça qui a participé à l'avènement de l'agriculture, à laquelle on a donné le mot très élégant de culture. La culture et l'agriculture sont indissociables. Et c'est à partir de cela, de cette sécurité alimentaire que l'être humain s'est constitué, qu'il a pu penser.
qu'il a pu aller plus loin, qu'il a pu spéculer, qu'il a pu réfléchir, qu'il a pu approfondir. Et c'est ce qui a produit cette dynamique, disons, de l'humanité dans son essence propre, à aller explorer les réalités, les phénomènes, pour comprendre et pour mieux comprendre. Ça a généré des philosophes qui se sont mis à s'interroger au fond la vie c'est quoi. Ça a donné les grandes civilisations grecques et autres, latines et partout dans le monde. Et donc par conséquent, sans l'agriculture, c'est-à-dire sans cette sécurité alimentaire absolue, jamais l'être humain n'aurait quitté l'obsession de la survie et n'aurait pu évoluer. Donc c'est pour cela que c'est immensément important. Et puis depuis, ben voilà, les choses dans l'évolution de l'agriculture, ce qui s'est passé évidemment, c'est que on a découvert évidemment un potentiel reproductible. À partir du moment où on a l'homme enfouisseur de graines, à ce moment-là, l'enfouissement du grain donne des espèces et ça s'est répandu, pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur, parce que ça a été une alimentation assurée et garantie dans ce rapport avec les forces de la vie. Pour le pire, jamais Jules César n'aurait pu aller embêter les autres pays sans la nourriture derrière. Le stockage a amené évidemment cette tranquillité, cette sérénité qui a permis de ne plus être dans cette obsession, mais le stockage a permis aussi d'aller embêter les peuples les uns les autres. Donc c'est toujours le meilleur et le pire. Et puis, durant des 10 à 12 000 ans, depuis ce temps initial, eh bien, on n'a pas arrêté à agrandir le patrimoine nourricier à travers les graines, qu'on s'échangeait même à l'occasion de guerres, à l'occasion de ceci. On se faisait parfois la guerre, mais on ramenait des graines inconnues, etc. Et vous savez qu'il n'y a pas très longtemps que nous connaissons certaines espèces que nous ne connaissions absolument pas, et qui sont la découverte de l'Amérique, la découverte de l'Asie. La découverte nous a fait découvrir toutes sortes de potentialités alimentaires qu'on a adoptées, qu'on a enrichies, qu'on a divulguées, qu'on a multipliées. Et puis ça s'est fait jusqu'il y a récemment, tout récemment, où la semence a été complètement accaparée. Je disais tout à l'heure, accaparée. Non seulement accaparée, mais faisant partie de quelque chose qui est évidemment lucratif, mais qui est aussi un enjeu considérable, parce que c'est ce qui détermine la prospérité, la continuité de la vie ou l'interruption de la vie. C'est à ce point. Et donc ça relève, si vous voulez, d'une nouvelle pensée, on pourrait dire. C'est ce qu'on appelle, moi j'appelle ça la période prométhéenne, c'est-à-dire Prométhée qui défie les dieux, etc., qui dit, moi j'ai pas besoin des dieux, j'ai pas besoin de la nature, je peux parfaitement survivre sans Dieu, sans rien du tout, etc. Et cette phase prométhéenne a donné à l'être humain une espèce de vanité, enfin une frange de l'être humain, de l'humanité, une vanité selon laquelle l'être humain serait puissant. Alors bien sûr, aujourd'hui, nous faisons des miracles technologiques, c'est vrai, qui n'existaient pas auparavant. Des miracles technologiques, on nous fait voler des masses de métal dans l'air, on communique, vous voyez l'outil que j'ai, ça me permet, etc. Et quand on fait la liste de ce que le cerveau humain a pu produire pour et sa sécurité et son insécurité, ce qu'il a pu produire pour sa survie à travers son imaginaire et un cerveau fertile en imagination, c'est considérable. Seulement le tout, c'est est-ce que ça a fait évoluer l'humanité vers l'intelligence? Je me le demande. Et je dis souvent, si des extraterrestres évoluaient, étudient le comportement des êtres humains, ils ne peuvent pas conclure que nous sommes intelligents. Je ne vois vraiment pas en quoi nous sommes intelligents. Alors, arrêtons de confondre nos aptitudes avec l'intelligence. L'intelligence, c'est bien autre chose. C'est-à-dire que, comment se fait-il que nous sommes capables de telles prouesses technologiques et autres, et que nous sommes infoutus de faire de ces prouesses du bonheur? Et pourtant, nous courons tous après le bonheur, mais nous faisons tout pour ne pas l'avoir. C'est complètement à l'inverse de ce que nous faisons.
Donc ce qui fait que la question aujourd'hui, est-ce que la société va simplement changer parce qu'on va bouffer bio, parce qu'on va se chauffer à l'énergie solaire, parce que, etc. Je n'y crois pas. Si l'être humain ne change pas, il sera un dictateur bio. On peut parfaitement... Il sera bio. Mais voilà. Donc le problème est-il dans nos innovations, simplement dans nos innovations dues à nos aptitudes, sans intelligence, ou est-ce que autre chose est à imaginer? Et je pense que l'éloignement de plus, sans compter le fait qu'aujourd'hui, quand vous prenez l'ensemble de la planète, il y a d'un côté des gens qui mangent tellement, qui ont tellement, qui jettent, et de l'autre côté, toute une humanité qui n'a même pas accès à un bol de riz. Des enfants agonisent. J'ai demandé à mon ami Ziegler, qui est dans les instances internationales, qu'en est-il de la faim dans le monde? Ben, il me dit, toutes les 7 secondes, un enfant meurt de faim. Donc, sommes-nous conscients de ce déséquilibre considérable où vous avez 1/5 de la population planétaire qui possède les 4/5 des ressources. Alors nous sommes dans l'histoire, évidemment, ce qui a déterminé l'histoire aujourd'hui, c'est quand même l'Europe. L'Europe a généré une idéologie, une vision particulière, qui est démiurgique, c'est-à-dire, en fait, vous allez voir ce que vous allez dire, l'intelligence humaine, la technologie, tout ça, ces prouesses-là vont nous tirer d'affaire, comme je disais tout à l'heure. Première victime de cette idéologie totalitaire, ça a été l'Europe elle-même. Parce que l'Europe, les voyageurs du XVI ou XVIIe siècle vous disaient que quand on circulait en Europe, on voyait des communautés qui avaient leur façon de s'habiller, leur façon de construire leur maison, leur façon de se nourrir, leur façon... C'était une diversité extraordinaire d'innovation humaine. Où l'être humain, pour se survivre, il fallait bien qu'il arrive voilà, à dialoguer avec la réalité naturelle. Qu'est-ce que la Terre lui offre? Qu'est-ce que la nature lui offre? Avec lequel il va, par son imagination, par sa compétence, disons, cérébrale, organiser sa vie. Et puis de là est parti, évidemment, comme vous le savez, l'Europe n'aurait jamais survécu. Et je ne dis pas ça parce que je suis africain, parce que c'est une réalité. Et jamais l'Europe n'aurait survécu sans la colonisation, sans l'accaparement des terrains des autres. Et jamais le modèle actuel n'aurait pris l'ampleur qu'il a pris sans les ressources du tiers-monde. L'Europe n'a pas beaucoup de pétrole, vous savez. Donc, c'est pas pour faire le procès de quoi que ce soit. Moi, je reste totalement dans le registre de l'humanisme et de l'humanité. Nous avons maintenant à réfléchir sur sur quelle base allons-nous imaginer l'avenir. Et c'est pour ça que je suis un peu, si vous voulez, initiateur de structures qu'on appelle terre et humanisme. Pourquoi l'humanisme? Parce que c'est avec l'humanisme qu'on supprime l'humanitaire. L'humanitaire, c'est quoi? On met les gens dans des difficultés, on les affame même quelquefois, et puis comme nous sommes généreux, nous leur apportons des sacs de riz pour dire « regardez comme nous sommes gentils ». Ben non, c'est pas juste. Et quand il y a eu accaparement des terres, c'est avec la complicité très coupable de certains chefs d'État africains qui sont complices de toutes ces choses-là, qui s'enrichissent avec tout ça. Donc si nous voyons l'ensemble des choses, la dynamique aujourd'hui c'est quoi? C'est la peur. La peur qui incite les êtres humains à chercher la sécurité, et ça aboutit à quoi? Comment nous défendre? Comment? Donc le nationalisme dualiste. Chacun perfectionne les armes. Il n'y a rien de plus stupide que de perfectionner les armes. Aujourd'hui, il y a je ne sais pas combien de bombes atomiques, enfin, etc. Quand on sait qu'il en faudrait si peu. Et vous voyez bien combien c'est inintelligent de servir, que la science se mette au service de la mort, au lieu de se mettre au service de la vie. Pendant qu'on essaye d'examiner s'il a une vie ailleurs, eh bien, la Terre elle-même a besoin, crie, appelle au secours, pour être elle-même prise en charge, pour être elle-même réhabilitée. Souvent, je conseille
à mes amis la lecture d'un livre qui me paraît vraiment fondamental et qui s'appelle La planète au pillage, d'un certain Osborne. Il a refait toute une rétrospective vraiment d'une qualité extraordinaire et d'une justesse extraordinaire, c'est l'impact de l'être humain sur la vie. Alors, je vais faire un test. Qui a lu Osborne, La planète au pillage, lève le doigt. La planète au pillage de Osborne. Qui a lu? Vous voyez. Comment? En allemand. C'est un livre remarquable. Et vous voyez, il y a eu des gens éveillés qui ont essayé de dire à l'humanité, attention, nous sommes dans les dérives, nous sommes, etc. Ils ne sont pas entendus. Qui a lu Commoner? Qui a lu Günther Schwab? Qui a lu Rachel Carlson? Il y en a quand même quelques-uns. Vous voyez? Pardon? Ben. Vous voyez, ce test, c'est simplement pour dire qu'il y a des consciences qui ont compris, qui ont voulu alerter l'humanité et pas entendu. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et qu'aujourd'hui, bien sûr, on est sur la thématique des semences. Hein. Je n'oublie pas que nous sommes sur la thématique des semences, mais il faut resituer les choses dans le contexte général d'une évolution actuelle qui finalement, où il y a un accaparement de la vie. Qu'est-ce que c'est que l'OGM? C'est l'accaparement de ce qui, disons, la négation de ce qui maintient la vie pour une substitution négative. Et là, on ne peut pas ne pas résister à cela. Alors, on ne peut pas ne pas résister à cela. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes très mobilisés, justement, femmes semencières, dont Claire vous a expliqué, et puis qu'il faut que ce mouvement prenne de l'ampleur parce qu'il est vital. Je ne pense pas qu'on puisse accepter que les enfants qui sont advenus, que nous avons fait advenir dans cette réalité, puissent hériter d'un capital négatif total. C'est-à-dire qu'on ne puisse rien leur transmettre de la vie. Et les semences sont la vie. Et transmettre aux enfants les semences, c'est leur transmettre la vie. Et on ne peut pas sortir de là. Par ailleurs, on sait très bien qu'on massacre les terres, que ça fait des années qu'on pollue les sols qui sont détruits. On sait très bien que l'eau est devenue de plus en plus suspecte et donc quelque part insalubre aussi, que l'air est insalubre, on augmente les bagnoles, donc tout le scénario général est anti-vie, complètement anti-vie. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, plus que jamais, le lien que l'on peut faire avec les principes de la vie devient non seulement indispensable, mais extrêmement urgent. Et si nous ne faisons pas ça, je crois que nos enfants vont payer très cher nos désistements et nous n'avons pas le droit de ne rien faire pour nos enfants. Ouais. Merci beaucoup. Pierre, dans ce contexte que tu viens de décrire, est-ce que aussi tu peux aller un petit peu plus loin et développer ce rôle des femmes gardiennes de la vie et leur subordination au monde masculin et la force qu'elles ont en tant que gardiennes de la vie pour repropulser cette vie? Ça, c'est une immense anomalie, c'est que la subordination universelle du féminin à travers les femmes. Ça m'a toujours choqué de voir, que les deux composantes, en quelque sorte, de ce qui produit la vie, le masculin et le féminin, qui sont les deux éléments indispensables à la vie, il y en ait un qui soit subordonné à l'autre. Et là où on voit et pourtant, là où j'ai vu la force d'une façon très spectaculaire du féminin, c'est dans le Sahel, parce que j'ai travaillé beaucoup dans le Sahel, et là je voyais bien que cette énergie féminine extraordinaire m'a beaucoup touché, et c'est pour ça que le bouquin que j'ai écrit sur mon expérience agroécologique, qui a été primée d'ailleurs par la France, je l'avais dédié aux femmes parce que j'avais été extrêmement touché par cette énergie féminine très très puissante. Et toujours
disons, avec une obstination à maintenir la vie à tout prix. Et c'est pour ça que c'est ce qui m'a un peu aidé aussi à me rapprocher entre semence et féminin. Je trouve que ça va très bien ensemble. Mais il ne faut pas oublier que si les femmes faisaient grève, vous savez, il y aurait de gros problèmes. Je ne dis pas. Vous savez, il y a un truc sur Lysistrata. Vous connaissez Lysistrata? Oui, bah, c'était pas la grève, j'ose pas le dire. C'était une toute autre grève des femmes qui voulaient soumettre à tout prix les hommes. Voilà. Mais il ne faut pas oublier que l'équilibre féminin-masculin est indispensable. L'autre élément qui est indispensable, c'est arrêtons d'éduquer les enfants dans la compétitivité. Pourquoi ne pas leur apprendre à être dans la générosité? C'est quand même fou. Le premier, le dernier, le plus, et on se rend compte qu'on prend un enfant innocent qui est tout innocent. Il va à l'école, on lui apprend, il faut que tu gagnes, il faut que tu sois le premier plus que l'autre. Et c'est stupide. Il faut une rencontre, bien sûr, l'enfant féminin et l'enfant masculin déjà, et puis éduquer dans la coopération, dans la solidarité, dans la bienveillance, et non pas dans la compétitivité. Parce que le système a besoin de compétitifs. Il a besoin de sélectionner à travers ces humains, il sélectionne ce qui l'arrange pour finalement maintenir sa logique à lui. Et c'est une logique qui est illogique. Donc arrêtons avec tout ça. Le rapport à la nature, bien sûr, il va de soi. Il faudrait quand même comprendre que qu'on soit président de la République ou quoi que ce soit, nous sommes dépendants de la nature. Que c'est par défaut que nous avons un parti politique écolo. Parce que l'écologie, ça concerne tout le monde. C'est par défaut uniquement. Mais si nous étions éveillés, il n'y a pas de parti politique écolo, puisque l'écologie concerne absolument tout le monde. Il y a quelques jours, une femme est venue faire une enquête, parce qu'elle faisait une enquête sur l'eau. Alors elle vient me voir, monsieur Ravi, pourriez m'écouter, enfin me dire ce que vous pensez. Je fais une enquête sur l'eau, une thèse sur l'eau. J'ai commencé par lui dire, madame, vous êtes de l'eau. Voilà. Donc vous faites une enquête sur vous-même. Vous voyez comment elle a dissocié. Et ça, ce n'est que mental, cette dissociation, parce qu'elles ne sont pas dans la réalité. Dans la réalité, nous sommes nature, nous sommes la nature, elles sont fans de la nature, et donc la nécessité d'en prendre soin est une nécessité vitale. Quant à l'alimentation que nous obtenons aujourd'hui, quand on se met à table, il faut se souhaiter non pas bon appétit, mais bonne chance. Vous voyez ? Tellement c'est relaté. Donc on met le mal que nous faisons à la terre, nous le faisons à nous-mêmes. Donc ce lien, cette dissociabilité entre les éléments de la vie et nous-mêmes doivent maintenant nous rendre plus intelligents, parce que nous ne le sommes pas, pour comprendre que ce que nous faisons à la nature, nous le faisons à nous-mêmes. Et que l'éradication de l'être humain par lui-même est en cours aujourd'hui. Elle est en cours, et quand on voit ces horreurs, comme la bombe atomique, etc., ça signifie bien l'ignorance crasse de l'humain. Parce qu'il pense que par la science, mais la science, aujourd'hui on vous dit c'est scientifique, donc vous la bouclez. Ah non, la science elle fait du mal aussi. Elle ne fait pas que du bien. Et ça tient à la conscience de l'individu. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est que la conscientisation que nous devons tous avoir sur ce qui se passe avec les OGM est important. Vous savez tous ce qui se passe. C'est que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'homme Dieu veut rentrer dans le vivant pour l'améliorer, pour faire pousser du blé dans le Sahel, pour faire pousser du blé dans les terres salées. Tous ces gens-là sont en train de nous endormir. Mais ce qui est important dans le phénomène des OGM, et c'est la raison pour laquelle je suis contre, je ne peux pas être contre le progrès technique, on ne peut pas être contre la recherche qui essaie de faire progresser l'humanité. On ne peut pas être contre. On ne peut pas être cette église qui, au Moyen-Âge, brûlait les médecins parce qu'elle découpait les macabées. Il ne faut pas être contre. Il faut être contre le progrès technique. Aujourd'hui, quand c'est les marchands du temple qui nous expliquent ce qu'est le progrès technique.
Moi, tant que Monsanto, Dupont-Nemours, Ciba-Geigy et autres Novartis nous expliqueront que le progrès technique c'est ça, je m'en méfierai. Si demain, la République, à laquelle qu'on appelle tous notre vœu, française ou européenne, débloque des moyens importants, publics, et que des chercheurs indépendants, au bout de 20 ans de recherche, nous expliquent dans quelle voie il faut aller en termes de progrès, notamment lorsqu'on touche aux vivants, peut-être on les écoutera. Mais aujourd'hui, il faut se battre violemment contre les OGM, contre la semence F1. Moi, je suis agronome. La semence F1, c'est quelque chose qui est vieux. Mendel, au 19e siècle, avait compris que quand on faisait une plante A et une plante B, quand on les reproduisait à la première génération, souvent le AB était beaucoup mieux que les parents. Mais les agriculteurs l'avaient compris, le faisaient eux-mêmes, etc. Mais aujourd'hui, ça a été accaparé par ces sociétés multinationales qui, en plus de faire ces semences à grande échelle, font un lobbyisme auprès de l'État français et de l'Europe pour privatiser le génome. Et nous devons nous battre vraiment d'une manière extrêmement importante parce qu'on nous confisque la vie. Bientôt, on nous confisquera toute notre vie intime. Et le semence, la manière dont les semences se passent, c'est le début, c'est le symbole d'une société qui veut que les marchands du temple veulent maîtriser le vivant pour le contrôler, pour nous contrôler tous. 1980 n'est pas si loin. Oui, merci de ce complément. Plus qu'un complément, à mon avis, c'est une remise au point très très importante. Coluche disait dire qu'il suffit de ne pas acheter pour que ça ne se vende pas. Moi j'ai trouvé ça extraordinaire. On ne peut pas résumer plus que ça. Ça implique quoi? Ça implique que nous avons une responsabilité. Nous avons une responsabilité. On ne peut pas élire des gens et puis ensuite se plaindre de leur comportement. On ne peut pas aller... Enfin moi, je ne veux vexer personne, mais je ne veux pas être un pousseur de caddie. Il y a une solidarité à reconstituer, et ça, alors je vais peut-être me faire fusiller un jour, mais ça, j'ai déjà pris pas mal de risques dessus. Ce que je veux dire par là, c'est pas accuser, mais c'est l'ordre et la manière dont on a organisé la société qui quand même passe sur la concentration des biens et des ressources entre les mains de minorités humaines. Voilà. Au détriment de ce qui pourrait être convivial, c'est-à-dire moi d'artisans, de commerçants, de petits artisans, de petits commerçants, avec lesquels nos comportements peuvent amener une forme de solidarité. Donc je pense qu'aujourd'hui, la question, bien sûr, les semences sont un prétexte immense, mais je reviens encore sur le fait que c'est l'ensemble de la logique qui est à revoir sur la base d'une éthique et d'une déontologie qu'il faut bâtir, absolument. Alors j'ai fait un test, et c'est pas pour me vanter. Il y a quelques années, vous savez, quand je me suis présenté aux élections présidentielles, c'était la décroissance qui était mon leitmotiv. La décroissance. D'après un certain Reagan qui disait, bon, à partir du moment où on n'arrête pas, disons, cette consommation, donc on participe à la croissance. Ce terme-là, décroissance, pour certains sonnait bien, pour certains était ambigu, on ne comprenait pas trop bien ce qu'il en était de cette décroissance. J'ai renoncé à ce terme et puis j'ai publié, suite à beaucoup de choses, un bouquin que j'ai intitulé Vers la sobriété heureuse. Certains m'ont peut-être fait l'honneur de le lire. Pourquoi? Parce que ça me paraissait vraiment être beaucoup plus juste comme résonance. Comment se fait-il que nous sommes dans une société de la grande prospérité quand vous comparez à des pays qui sont vraiment dans la pénurie presque totale, et comment se fait-il qu'en étant dans la surabondance, on est les grands consommateurs d'anxiolytiques? C'est-à-dire qu'en fait, il y a quelque chose qui ne va pas.
On devrait être dans la satisfaction. Nous ne sommes pas dans la satisfaction. Et quelque chose nous mine intérieurement parce que nous n'arrivons pas à atteindre ce bonheur. Alors, le plaisir, on peut se l'offrir. Mais le plaisir n'est pas la joie. Le plaisir, vous pouvez vous offrir un yacht comme moi. Vous voyez, j'ai un avion. Il ne faut pas trop le dire, mais enfin, j'ai mon avion privé, enfin bon, j'ai tout ça. Et je prêche il est arrivé en avion privé, d'accord, d'ailleurs, je vous le dis. Et je prêche la sobriété. Voilà. Donc le test, c'était de savoir, alors avec mes éditeurs d'Actes Sud, je propose la sobriété heureuse, mais je le présente comme une sorte de thèse selon laquelle, en revenant à la sobriété, on va agrandir notre capacité à être heureux. C'était ça. Alors on m'a averti que tout ce qui est classé comme essai plafonne en général à 3000 exemplaires. 4000, c'est un miracle. J'en suis à plus de 300 000. Vraiment, c'est absolument pas pour dire regardez Pierre Rabhi comme il est ici. Vraiment pas. Pierre Rabhi, c'est 51 kilos, 52 parfois, tout mouillé. Donc c'est pas Pierre Rabhi. C'est le fait de connaître au service de valeurs qui nous donnent évidemment notre sens à notre vie. C'est en cela qu'on est content d'avoir ces valeurs parce qu'elles nous donnent sens. Et on sert ces valeurs. Et c'est le service de ces valeurs qui est important. C'est pas la personne. Vous voyez ? Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, de plus en plus de gens sont conscients que l'abondance n'amène pas forcément le bonheur. Et même quelquefois c'est le contraire. Donc ce qui fait qu'il y a un retour, disons, à l'évidence, aux évidences, un retour aux racines même de ce qui peut être la racine d'une certaine joie. Comment se fait-il que quand je vais en Afrique, dans des villages qui devraient se lamenter, eh ben ils prennent des tambours, ils dansent. Voilà. Et puis on revient ici où tout le monde... Alors eux, leur projection, c'est que les Occidentaux, ils sont heureux, vous vous rendez compte, tout ce qu'ils ont, ils sont etc. Mais non, parce que le plaisir et la joie ne sont pas les mêmes. Plaisir, on peut se l'offrir, mais la joie, elle est transcendante. Et pourtant, c'est ce qui est très important, c'est de ressentir la joie en soi. C'est l'offrande la plus élevée que nous puissions avoir. Et c'est celle-là, cette joie, nous faisons tout pour ne pas l'avoir. Donc on est dans des contradictions vraiment compliquées. Je reviens toujours au fait, évidemment ça ne remet pas en question le thème lui-même de la semence, et nous sommes là pour ça, mais je ne peux pas m'empêcher de dire que tout cela procède aussi d'un contexte général qui détermine les choses. À partir du moment où on a donné l'importance au lucre, évidemment c'est le lucre qui mène l'humanité aujourd'hui, au détriment de toute autre chose. Il y avait une petite histoire comme ça d'un pêcheur qui vient de finir son boulot, donc il est là, il fait sécher ses filets. Et puis il y a un monsieur très sérieux qui passe et qui lui dit: monsieur, la barque là-bas, elle est à vous? Il dit oui. Ah, mais elle est petite. Elle est vraiment petite, votre barque. Ben oui. Ben vous pourriez en avoir une plus grande. Et après? Ben après, vous pêcherez plus de poissons. Et après? Après, vous acheterez encore un plus grand, un petit bateau, vous allez embaucher des gens. Et après? Et ben après, vous allez vraiment gagner beaucoup d'argent. Et après? Et après, ben vous vous reposerez. C'est ce que je suis en train de faire. Ces petites anecdotes ont l'air rigolotes, mais je peux vous assurer qu'elles sont porteuses de philosophie. Elles sont porteuses de philosophie profonde, contrairement à ce qu'on croit. Est-ce qu'on a compris que vraiment nous sommes dans un état insurrectionnel? Nous sommes dans l'insurrection. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'il faut arrêter d'être docile à toutes les anomalies que propose aujourd'hui le système pour lui-même. Et je pense que jardiner aujourd'hui, c'est pas simplement jardiner, c'est un acte politique, c'est un acte de résistance. Il faut le prendre comme ça.
il est vraiment très important de le comprendre parce que la confiscation qui est faite aujourd'hui graduellement, insidieusement, avec force moyen disons, de conditionnement humain, sont carrément un crime contre l'humanité. Il faut en être vraiment conscient et nous sommes là dans une forme insurrectionnelle, bien sûr pacifique, on ne tue personne, on ne prend personne, on ne va pas tourner aux djihadistes, etc. Donc voilà, c'est repartir avec l'idée que nous avons le devoir de protéger la vie pour nous-mêmes et pour les générations futures. Et nous avons aussi, pour moi c'est mon credo absolu, un devoir, c'est le changement de nous-mêmes. Bravo. Voilà.